Résumer Muse en une phrase, c'est facile. Soit tu détestes, ou soit t'adores. J'ai rarement entendu des gens dire qu'ils n'avaient pas d'avis sur la question. Pour parler rapidement du groupe en lui-même, c'est un trio britannique qui a été créé en 1994 par 3 potes qui se sont rencontrés au collège et qui n'ont jamais arrêté de jouer ensemble depuis. Ils nous ont pondu en un peu plus de 20 ans de carrière 7 albums studio, 4 albums live et 1 album B-Sides. En 20 ans, leur style a beaucoup évolué. Ils sont ainsi passés du rock bien lourd jusqu'au classique en passant bien sûr par la pop rock dans l'album Seconde Law et Résistance. On connaît tous au moins 2 chansons de Muse. On connaît tous l'excentricité des membres du groupe. Ce que l'on sait moins d'eux en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette première gamme d'anecdotes. Trouver un nom, c'est pas si facile que ça. On cherche, on trouve, on oublie, bref, c'est la misère. Le groupe de rock U2 par exemple se prénommait Feedback, ironiquement à cause du sifflement produit par leur ampli de mauvaise qualité. C'est aussi le cas pour Deep Purple, qui avait d'abord eu l'idée de se nommer Roundabout, censé représenter un carrousel composé de musiciens dont le centre serait une sorte de scène où divers artistes seraient invités pour jouer un peu avec eux. Il y a quand même une certaine réflexion derrière leur premier nom. Eh bien pour Muse, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Les 3 gaillards voulaient s'inscrire dans une compétition de musique qu'organisait leur collège, mais il leur fallait un nom. La veille, le leader du groupe Matthew Bellamy s'est rappelé avoir regardé un film japonais plus ou moins fétichiste avec Dom, un peu arty, et que Rocket Baby Dolls était le nom du film. Et c'est donc tout naturellement bien sûr qu'ils choisirent ce nom. Au moment de passer sur scène, ils sont maquillés à la façon de The Cure, ils détruisent leur matos, bref, ils veulent faire grande impression et ils ont réussi, puisqu'ils gagnent le premier prix. Après cette victoire, le trio décide de s'appeler Muse, et la suite, on la connaît tous. Un porte-bonheur, tout le monde en a déjà eu un. Moi par exemple, j'avais un collier avec une petite tête de buffle. Bon, pas une vraie évidemment. Bref, on connaît les fers à cheval, les trèfles à 4 feuilles ou bien la coccinelle comme symbole de chance. Mais est-ce que vous allez deviner le porte-bonheur du leader de Muse au début de leur carrière ? Ah mais c'est vrai, c'est marqué dans le titre. Mais c'est pas le plus incroyable. Dans un de leurs premiers festivals en 2002, ils sont arrivés en retard sur scène de plusieurs minutes parce que Matthew ne trouvait pas sa ceinture porte-bonheur avec des motifs d'éléphant que lui avait offert un fan. Ils ont quand même risqué une amende de 1000 pounds par minute. Ils sont complètement fous ces British. Non, je vous assure, vous êtes toujours sur les anecdotes et vous n'avez pas été redirigé automatiquement sur une vidéo de What the Cut. On va parler des instruments qu'utilisent Muse pendant leurs concerts et enregistrements. Les mecs sont 3 dans le groupe et ils savent jouer, attention tenez-vous bien, guitare sèche, guitare électrique, batterie, basse. Bon jusque là vous êtes pas trop étonnés. Piano, harmonica, synthé, orgue, mandoline, kitara, kétar, onde marteneau et braguette. Oui, vous avez bien entendu. Dans Space Dementia de l'album Origin of Symmetry sorti en 2001, si on est attentif, on entend un magnifique solo de braguette joué par Matt à la fin de la musique pour la clôturer. Dans Screenager du même album, on peut repérer un instrument vraiment pas commun, le Lama Toenails, qui ressemble à ça. Sinon, dans leur composition, on a aussi le plaisir d'entendre du violon, du violoncelle, des altos, des cuivres, bref, ils sont accompagnés d'un vrai orchestre, et c'est pour ça qu'on les aime. Une grande variété musicale liée à un grand talent, ça fait quand même du bien aux oreilles. Ah, on va enfin parler d'une des plus grandes œuvres de Muse. Enfin, c'est mon avis. On va parler de la symphonie Exogenesis de l'album Resistance sorti en 2009. Cette symphonie est influencée par Rachmaninoff, Richard Strauss, Chopin et Pink Floyd. Elle est composée de 3 mouvements. Ouverture, qui nous explique que la civilisation humaine est en déclin. Cross-pollination, qui est en fait une mission spatiale destinée à coloniser d'autres planètes afin d'assurer la survie de l'espèce humaine. Et enfin Redemption, où l'on voit les astronautes réaliser que l'humanité est prise dans un immense cycle qui se brisera quand nous prendrons conscience du mal que nous faisons à la planète qui nous abrite. Pourquoi ce morceau est spécial ? Le groupe a mis plusieurs années afin de finir cette œuvre parce qu'il ne voulait pas faire appel à un arrangeur de peur qu'il la fasse sienne. C'est ainsi que Matthew Bellamy a arrangé toutes les parties lui-même, écrivant les partitions pour tous les instruments présents, c'est-à-dire un orchestre de plus de 40 musiciens. Rien que ça. Muse a utilisé l'orgue de l'église Sainte-Marie-la-Vierge dans le quartier de Baswick pour enregistrer cette chanson. Il se trouve que le vicaire de l'église aurait insisté pour voir les paroles de la chanson
avant de leur permettre d'utiliser l'orgue de peur qu'ils ne soient des adorateurs de Satan. Le problème ? Aucune parole n'avait encore été écrite à ce moment. Les membres du groupe ont avoué avoir écrit des paroles positives et gentilles pour que le vicaire leur donne l'autorisation d'enregistrer. L'ironie, c'est que cette chanson est au final totalement anticléricale et plus largement anti-religion. Pauvre vicaire. Vous le savez sans doute, mais quand on enregistre un album, on enregistre les instruments séparément, puis la voix. Évidemment, pour éviter toute interférence, le chanteur doit chanter avec la musique diffusée dans un casque, et pour ceux restés dans le studio d'enregistrement, on a donc la voix solo, a cappella, qui sera ensuite mixée pour donner la musique finale. Tout ça pour dire que Matthew Bellamy n'a jamais voulu être entendu chanter a cappella. Il demande toujours à ses potes Chris le bassiste et Dominique le batteur de sortir du studio avant de s'enregistrer chanter. Et pourtant, il a de quoi être fier de son organe, de sa voix, car il a une tessiture de 3,7 octaves, ce qui est hors du commun. Plug-in Baby est sans aucun doute l'un des morceaux les plus connus du groupe, donc tu vas me faire le plaisir d'aller l'écouter juste après la chronique. C'est leur premier gros hit de leur histoire. Il a été classé comme étant le 13e meilleur riff de guitare de tous les temps, et il parle en fait, personne n'en sait rien. Le groupe lui-même ne se souvient plus de ce que les paroles racontent. Muse travaillait ce morceau depuis quelque temps, mais n'arrivait pas à le finaliser. Ils ont donc décidé de prendre des champignons hallucinogènes qui sont, je cite, « géniaux pour explorer de nouveaux territoires, mais terribles lorsqu'il s'agit de mettre un terme à quelque chose ». C'est ainsi qu'ils se sont réveillés le lendemain, nus dans un sauna, à moitié sourds pour le leader, et avec des paroles qui n'avaient absolument aucun sens. Chaque membre du groupe a quand même sa propre interprétation du morceau. Pour Dominique, Plug-in Baby traite des sentiments que l'on place dans des objets sans âme, alors que pour Matthew, elle fait référence au quotidien des tournées, à ce sentiment que l'on éprouve quand on est sur scène. Peut-être qu'un jour la mémoire leur reviendra. Pour le lancement d'albums, les groupes sont souvent invités à passer dans des émissions de télé ou à la radio afin de faire la promotion de leurs nouveaux titres. En 2001, Muse est invité par la Radio 3 espagnole à jouer en live leur reprise du titre Feeling Good, tout en demandant explicitement d'éviter le langage grossier alors qu'ils n'ont jamais juré dans une de leurs chansons. Le prenant comme un challenge, ils décident de supprimer entièrement le deuxième couplet et de le remplacer complètement par des insultes avant de reprendre la chanson comme si de rien n'était. Après cette prestation, le groupe a été naturellement banni à vie de cette radio. En 2008 maintenant, une émission italienne a obligé le groupe à jouer leur titre phare de leur nouvel album en playback. C'est ainsi qu'on a pu admirer Matthew Bellamy à la batterie, Dominic Howard à la guitare et au chant, et Christopher Wolstenholme au piano sur Uprising, titre prenant une révolution. Le message, il était pourtant clair dans les paroles. Nous voilà à l'octave, ça veut dire que cette gamme d'anecdotes est maintenant terminée. Mets une petite note en l'air si tu as apprécié l'épisode, abonne-toi et partage la vidéo, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te donne rendez-vous dans 10 jours pour la prochaine gamme d'anecdotes.